Et un coup de téléphone que toute la planète attend. Alors qu'officiellement Vladimir Poutine et Donald Trump n'ont eu à ce jour qu'une seule conversation téléphonique depuis le retour du républicain aux manettes de la Maison-Blanche, et c'était le 12 février dernier, le Kremlin a confirmé que les deux dirigeants s'entretiendront au téléphone aujourd'hui. Et on ouvre ce fil actu avec ce qui ressemble à la reprise des hostilités dans la bande de Gaza, des frappes d'une ampleur inédite depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, qui ont fait au moins 330 morts cette nuit selon le ministère de la Santé de l'enclave administrée par le Hamas. Des attaques qui interviennent alors que les belligérants sont englués dans des négociations pour la deuxième phase de la trêve, une seconde phase qui vise à libérer la soixantaine d'otages restants et ainsi de mettre fin au conflit. Des frappes préventive, selon l'armée israélienne, décidée par le Premier ministre Benjamin Netanyahou et son ministre de la Défense Israël Katz, et qui font suite au refus répété du Hamas de libérer nos otages, ainsi qu'à son rejet de toutes les propositions qu'il a reçues de l'envoyé présidentiel américain Steve Witkoff et des médiateurs, selon un communiqué du gouvernement. Une offensive qui visait la hiérarchie civile et militaire du Hamas et qui durera aussi longtemps que nécessaire, selon un responsable israélien. Notons par ailleurs que selon le Wall Street Journal, le président américain Donald Trump aurait personnellement donné son feu vert à cette opération. Côté palestinien, au-delà du fait que le Hamas a averti que ces bombardements violaient unilatéralement le cessez-le-feu et mettaient en péril le sort des otages, le mouvement islamiste palestinien a accusé ce matin le Premier ministre israélien de se servir de la guerre face à ces problèmes politiques. À l'international, c'est un coup de téléphone que toute la planète attend. Alors qu'officiellement Vladimir Poutine et Donald Trump n'ont eu à ce jour qu'une seule conversation téléphonique depuis le retour du républicain aux manettes de la Maison-Blanche, et c'était le 12 février dernier, le Kremlin a confirmé que les deux dirigeants s'entretiendront au téléphone aujourd'hui. Au menu selon Trump, le partage de certains avoirs en Ukraine, notamment les terres et les usines de production d'énergie. La Russie n'a à ce stade pas confirmé ces détails, mais rappelons que Vladimir Poutine a jusqu'à présent posé des conditions radicales pour une fin du conflit, comme la cession par l'Ukraine de 5 régions annexées par Moscou, l'abandon des ambitions de ce pays de rejoindre l'OTAN et le démantèlement du pouvoir ukrainien en place. Toujours au sujet de la guerre en Europe, les États membres de l'Union européenne ont approuvé hier à Bruxelles une nouvelle tranche d'aide de 3,5 milliards d'euros à l'Ukraine pour sa stabilité macro-financière et son redressement. Un versement qui entre dans le cadre de la facilité pour l'Ukraine par laquelle l'UE s'est engagé à fournir à Kiev jusqu'à 50 milliards d'euros en subventions et en prêts entre 2024 et 2027. Mais une concorde de façade, puisque l'Italie et l'Espagne ont clairement indiqué hier qu'elles n'étaient pas prêtes à soutenir une proposition de l'Union européenne visant à s'engager à verser jusqu'à 40 milliards d'euros d'aide militaire à l'Ukraine cette année. Une entente fragilisée donc qui pourrait s'expliquer très simplement, selon les experts, par la proximité géographique avec la Russie. Un plan d'aide militaire qui a en effet trouvé une adhésion marquée chez les pays du Nord et de l'Est, alors que les capitales du Sud de l'Europe se sont montrées plus dubitatives. Toujours à l'international, mais cette fois-ci sur le volet économique. L'OCDE estime que les tensions commerciales qui sévissent depuis le retour au pouvoir de Donald Trump et les incertitudes géopolitiques pénalisent les perspectives de croissance mondiale et d'inflation. Dans sa dernière mise à jour sur la santé de l'économie mondiale, la principale institution financière basée à Paris a revu à la baisse les perspectives de croissance mondiale pour cette année et l'année prochaine, notamment en annonçant une forte baisse de l'activité aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Aux États-Unis, le PIB devrait ainsi augmenter de 2,2% cette année et de 1,6% l'année prochaine. C'est respectivement 0,2 et 0,5 points de pourcentage de perspectives de croissance en moins. Un ralentissement économique imputable aux politiques commerciales durcies par Donald Trump qui pourrait représenter jusqu'à 1 600 $ par foyer, un surcoût qui ne serait pas compensé par des baisses d'impôts. Une guerre commerciale qui touche également de plein fouet les voisins des États-Unis, puisque par rapport à décembre, les perspectives de croissance sont divisées par près de 3 au Canada, avec 0,7% de croissance attendue en 2025, et font rentrer le Mexique en récession avec une baisse de 2,5%. Autre partenaire stratégique des États-Unis et quatrième économie mondiale, le Japon voit lui aussi sa prévision de croissance abaisser à 1,1%,
soit une baisse de 0,4 points de pourcentage par rapport aux dernières modélisations de décembre. Concernant l'Europe, l'institution internationale a précisé dans son rapport qu'elle n'a pas pris en compte les menaces de droits de douane réciproques ni celles concernant l'Union européenne émises par Donald Trump la semaine dernière. Pour autant, l'OCDE a révisé à la baisse ses prévisions de croissance en 2025 pour l'Allemagne et la France. Elle s'attend désormais à une hausse de 0,4% du PIB cette année en Allemagne, contre 0,7% dans ses prévisions précédentes. La France n'est pas sévèrement touchée, avec une croissance attendue à 0,8% cette année, en baisse de 0,1 point de pourcentage par rapport à décembre. Seule bonne surprise de ce rapport, la croissance chinoise, qui devrait atteindre 4,8% en 2025, prévision quasiment stable par rapport aux prévisions de décembre. L'impact des droits de douane américains y est compensé par des mesures de soutien économique renforcées mises en place par Pékin. Enfin, en ce qui concerne l'inflation, l'OCDE rappelle que la montée du protectionnisme pourrait avoir comme répercussion l'augmentation des coûts des échanges mondiaux, ce qui devrait se répercuter progressivement sur les prix des produits finaux. Autrement dit, la multiplication des barrières douanières risque d'aggraver l'inflation et par conséquent inciter les banques centrales à maintenir une politique monétaire restrictive, et ce, plus longtemps que prévu. À titre d'exemple, aux États-Unis, et toujours selon l'OCDE, l'inflation devrait ainsi atteindre 2,8% en 2025, soit 0,7 points de plus que prévu initialement, après 2,5% en 2024. Passons désormais de la théorie à la pratique, puisque les dommages du retour de Donald Trump à la Maison-Blanche se matérialisent concrètement dans l'économie américaine. Preuve en est les dernières données sur les ventes au détail outre-Atlantique qui rebondissent moins que prévu en février et qui donc déçoivent. En effet, selon des données publiées hier par le ministère du Commerce américain, elles se sont élevées à 723 milliards de dollars en progression de seulement 0,2% par rapport à janvier, alors que le consensus avait lui modéliser une hausse de 0,6%, et même si les ventes au détail ne représentent qu'un tiers des dépenses globales aux États-Unis, couplées à d'autres publications qui témoignent d'un repli de la confiance des consommateurs, ces données suggèrent que l'économie américaine s'essouffle, des dépenses de consommation réduites donc, alors que dans le même temps, avec des droits de douane en hausse, les entreprises réduisent leurs investissements et leur embauche, une ambiance incertaine donc qui, à l'aune du recul de 1,5% sur un mois des dépenses dans les restaurants et bars, fait dire aux analystes que les consommateurs sont en train de réduire leurs dépenses non essentielles, préalable à une fissure dans l'économie. Mais les plus optimistes des économistes vous diront que le principal facteur dictant les dépenses de consommation reste le revenu des ménages, qui lui continue de progresser. Toujours est-il qu'il semble désormais de plus en plus probable que l'économie américaine se dirige vers la stagflation, un scénario dans lequel la croissance stagne ou diminue à mesure que l'inflation s'accélère. Jetons un œil à ce que les investisseurs scruteront cette semaine. Et cette semaine, leur attention sera portée sur une série de décisions des banques centrales, la Réserve fédérale américaine, la Banque d'Angleterre, la Banque du Japon et la Banque nationale de Suisse étant parmi celles qui annonceront des changements ou non dans leur stratégie de politique monétaire. Je vous rappelle également que c'est aujourd'hui que le Parlement allemand doit se prononcer sur le plan d'investissement historique du nouveau chancelier, bazooka budgétaire qui, je vous le rappelle, exige une modification de la constitution allemande et qui par conséquent doit être soutenu par les 2/3 des députés du Bundestag. Enfin, les investisseurs, comme le reste de la planète, restera suspendu au coup de fil entre Trump et Poutine, les deux dirigeants ayant convenu aujourd'hui d'un rendez-vous téléphonique pour évoquer le projet de cessez-le-feu de 30 jours en Ukraine. Attardons-nous un moment sur ce qui s'est passé hier sur les principales places financières de la planète. En Europe, malgré le pessimisme de l'OCDE à l'endroit de la croissance mondiale et le ralentissement avéré de l'économie américaine, les principales places financières européennes ont clôturé dans le vert hier. Les investisseurs, rassurés par la formation d'un gouvernement de coalition en Allemagne et par conséquent par la probabilité importante d'un vote ultra rapide du plan d'investissement géant destiné à réarmer et moderniser l'Allemagne. À Paris, le CAC 40 a gagné 0,57% à 8073 points. À Francfort, le DAX a pris 0,62% à 23 130 points. À Londres, le FTSE a lui engrangé 0,56% à 8680 points. Aux États-Unis, malgré les propos du secrétaire au Trésor Scott Bessent, qui a expliqué que les corrections sont saines et qu'il y avait
Pas de garantie que les États-Unis évitent une récession cette année et des chiffres des ventes au détail décevants. Les investisseurs américains ont préféré rester positifs hier. La hausse se poursuit donc à Wall Street alors que des analystes estiment que des ventes au détail plus faibles que modélisées en février pourraient signifier moins de pressions inflationnistes, ce qui, in fine, pourrait partiellement compenser l'effet des tarifs douaniers. Je vous rappelle que demain, la Réserve fédérale américaine annoncera sa décision sur ses taux d'intérêt. En cette attente, le Dow Jones a gagné 0,85%, le S&P 500 a lui pris 0,64%, quand le Nasdaq, lui, s'est étoffé de 0,31%. En Asie ce matin, et dans le sillage de Wall Street, les principaux indices actions clôturés dans le vert. Au Japon, alors que la Bank of Japan devrait maintenir son taux d'intérêt de référence inchangé à l'issue de sa prochaine réunion du Conseil de politique monétaire qui doit se terminer demain, le Nikkei a gagné 1,3% à 37 903 points. Ailleurs en Asie, l'indice Hang Seng de Hong Kong a gagné 1,8% à 24 580 points, porté principalement par les valeurs technologiques. L'indice composite de Shanghai a lui progressé de moins de 0,1% à 3 429 points. Sur le marché des taux souverains en zone euro, les rendements allemands se sont détendus hier, impactés par la révision à la baisse par l'OCDE des prévisions de croissance allemande. Le rendement du Bund à 10 ans a cédé un peu plus de 7 points de base à 2,803%. Le 2 ans est resté quasi stable à 2,181%. Aux États-Unis, les rendements se sont repliés après la publication de données sur les ventes au détail. À l'heure de la clôture en Europe, le Treasuries à 10 ans reculait de 4,2 points de base à 4,266%, alors que le rendement à 2 ans était lui stable à 4,017%. Enfin, sur le marché du pétrole, les prix ont été boostés hier sur fond de regain de tensions en mer Rouge entre les États-Unis et les rebelles houthis. Les rebelles houthis du Yémen, soutenus par l'Iran, ont dit avoir mené 2 attaques en 24 heures contre un porte-avions américain en mer Rouge. Dans ce contexte, le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison mai a gagné 0,7% à 71,07 $. Quant à son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate pour livraison avril, il a lui pris 0,6% à 67,58 $ l'unité. Nous allons marquer une toute première pause dans cette édition du 18 mars 2025. Et dans un instant, nous retrouverons Guillaume Lydie et ses Market Movers. À tout de suite sur Téléfinance.